Donc, merci beaucoup de cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. On dit souvent greffe de moelle, mais c'est un peu pareil, chez les adolescents et les adultes atteints de drépanocytose. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Dédain et je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris dans une unité d'hématologie, donc qui soigne les maladies du sang pour les adolescents et les jeunes adultes, donc normalement de 15 à 25 ans, mais où on a développé une activité de greffe chez les patients qui sont adolescents et adultes atteints de drépanocytose. Ah. Alors, voilà. Donc, quelques mots rapides sur la maladie. Comme vous le savez, c'est une maladie qui atteint principalement les patients en Afrique et en Asie. On dit en France que c'est une maladie rare et pourtant, même en France, il y a 25 000 à 30 000 patients et il y a 500 nouveaux bébés nouveau-nés par an. Donc, ce n'est pas une maladie rare. Comment se manifeste la drépanocytose? Là aussi, je vais aller vite parce que c'est des choses que vous connaissez. Donc, les phénomènes vaso-occlusifs avec les crises vaso-occlusives, les douleurs qui sont dues à l'occlusion des petits vaisseaux par les globules rouges malades. Bon, ça, tout le monde le connaît. Les manifestations pulmonaires qui peuvent être sévères et qui s'appellent les syndromes thoraciques aigus. Donc, ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a la drépanocytose, au fil du temps, elle atteint aussi d'autres organes pendant l'enfance, les accidents vasculaires cérébraux et puis les poumons, le cœur, le foie, le rein, voilà, les ostéonécroses, les yeux. Bon, donc ça, c'est des atteintes multiples de la maladie. Par ailleurs, elle est caractérisée par une destruction des globules rouges qui sont anormaux, donc donne une anémie et qui est souvent responsable d'une fatigue importante. Et puis, on sait aussi qu'elle favorise certains types d'infections, surtout celles où la rate joue un rôle de défense. Alors, voilà, donc cette maladie-là, dont on voit un petit peu l'évolution au cours du temps, eh bien, comment on peut faire pour modifier cette évolution naturelle et ces atteintes qui apparaissent au fil du temps. Donc, il y a des médicaments très importants, l'hydréa ou cyclose, qui sont des médicaments qui ont montré leur efficacité pour diminuer les crises, les syndromes thoraciques aigus et qui augmentent la survie des patients. Dans certains cas où l'hydréa n'est pas suffisamment efficace ou lorsqu'il y a des atteintes au niveau des vaisseaux de la tête, eh bien, les programmes transfusionnels sont des traitements également importants, mais ces traitements ne permettent pas de faire disparaître la maladie, ils ralentissent la progression de la maladie. À côté de ça, donc, il y a la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la greffe de moelle, qui là permet d'être un traitement, on va dire, qui guérit la maladie, mais en fait qui la stoppe là où elle est. C'est-à-dire que les atteintes qui existaient avant vont pas se réparer. Si un os est abîmé, il va pas se réparer, mais ça évite que d'autres lésions apparaissent et qui permet donc de faire disparaître les crises. Alors, quels sont les principes et les étapes de la greffe de moelle? Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une greffe de moelle, faut déjà aussi comprendre ce que c'est que la moelle, la maladie. Donc, ça, c'est les cellules que l'on trouve dans le sang. Donc, il y a les globules rouges qui transportent l'oxygène dans tous les tissus. Et dans la maladie, eh bien, au lieu d'être ronds comme ça, ils sont anormaux, en forme de fossiles. C'est pour ça qu'ils se coincent dans les petits vaisseaux et qui donnent les crises. Et ils sont fragiles, ils se cassent et ils donnent une anémie. Il y a les cellules de la défense immunitaire qui s'appellent les globules blancs, donc qui défendent contre les microbes, et les plaquettes qui servent à la coagulation du sang. Et tout ça, c'est fabriqué à l'intérieur des os, à l'intérieur de tous les os, il y a une partie plus molle qui s'appelle la moelle osseuse, et c'est là-dedans qu'une cellule qui s'appelle la cellule souche, et bien cette cellule souche, elle va être capable de fabriquer, fabriquer d'un côté les globules rouges, d'un côté les globules blancs et d'un côté les plaquettes. Donc on comprend bien que quand on fait une greffe de moelle, ce n'est pas des nouveaux globules rouges que l'on va amener, ça on ne sait pas faire, réparer a priori principalement les globules rouges, mais ce qu'on sait faire, c'est changer toutes les cellules souches pour permettre de fabriquer des globules rouges qui ne sont pas malades, puisqu'on utilisera évidemment un donneur qui n'a pas la maladie. Alors,
comment ça se passe ou quel est le principe de cette greffe de moelle. D'un côté, donc, il y a le patient et de l'autre côté, il y a le greffon. Donc, le patient, il a la maladie et il a aussi un système immunitaire. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que si, par exemple, on prenait la moelle de quelqu'un qui est compatible et on fait la greffe, c'est comme une transfusion. Donc, ça se fait comme une transfusion. Si on fait ça sans avoir préparé le patient, eh bien, la greffe serait rejetée. Pourquoi? Parce que même quand on a un frère ou une sœur compatible, il y a toujours des différences sur le plan des défenses immunitaires entre deux personnes, sauf si ces personnes sont des vraies jumelles. Et du coup, le système immunitaire du patient, il peut reconnaître ces différences et il peut rejeter la greffe. Donc, pour éviter ça, eh bien, il faut faire une préparation à la greffe pour éviter ce rejet. Cette préparation, on y reviendra. Ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être des rayons, ça peut être des sérums qui détruisent le système immunitaire. Mais à l'inverse, quand on fait la greffe de moelle, on ne met pas que les cellules souches dont on a parlé, qui vont fabriquer des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs, mais il y a aussi des cellules du système immunitaire qui s'appellent donc des lymphocytes, c'est des globules blancs, des lymphocytes T. Ces lymphocytes T, ils sont importants parce qu'ils vont permettre à la greffe de s'installer chez le receveur, mais ils peuvent aussi donner une réaction qui a un effet secondaire de la greffe et qui s'appelle la maladie du greffon contre l'autre. En fait, ces lymphocytes T, eh bien, eux, ils vont reconnaître chez le patient des différences et ils vont pouvoir donner des réactions sur la peau, l'intestin, le foie et parfois le poumon. Et c'est cette réaction qui a un effet secondaire de la greffe que un des buts de faire la greffe dans de bonnes conditions, ce sera d'éviter cette réaction qui peut, dans certains cas, même si c'est rare, donner des complications sévères. Voilà, donc si on peut résumer les choses, on peut dire que pour qu'une greffe marche, il faut qu'elle prenne, c'est-à-dire que la nouvelle moelle soit détruite par la préparation à la greffe et que l'ancienne moelle qui est malade soit détruite, que la nouvelle moelle s'installe. Donc ça, c'est la première étape. Qu'il n'y ait pas de complications dues à la chimiothérapie grave qui entraîne des complications graves ou le décès du patient. Il ne faut pas, dans la mesure du possible, qu'il y ait des manifestations qui durent dans le temps de la maladie du greffon contre l'autre et, si possible, alors je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a en bas. Et si possible, eh bien, il faut pouvoir conserver la fertilité des patients. Alors, pourquoi on parle de fertilité? C'est parce que la préparation à la greffe, la chimiothérapie ou les rayons que l'on fait avant peuvent avoir une toxicité sur la fabrication des spermatozoïdes ou sur les ovaires et donner des difficultés ensuite à pouvoir avoir des enfants. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif d'une greffe parfaite, ce serait d'arriver à faire tout ça. Voilà. Alors pourquoi on ne fait pas plus de greffes? Aujourd'hui, jusqu'en 2022, je vous ai dit, il y a à peu près 25 à 30 000 patients atteints de drépanocytose en France et le nombre de greffes qui a été fait, c'est 700. Donc finalement, c'est assez peu. La première greffe, elle a été faite en 1988 en France. Et pourquoi c'est pas fait aussi souvent? C'est un petit peu à cause de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la greffe, elle a pour objectif de guérir de la maladie, c'est-à-dire plus de crise, plus besoin de prendre d'hydréa, de transfusion, plus d'atteinte d'organes, mais comme vous avez compris, elle peut aussi avoir des effets secondaires et elle peut avoir une toxicité due à cette chimio ou à cette radiothérapie, ces rayons que l'on fait, due à la réaction du greffon contre l'autre, et puis parce que dans certains cas, elle peut donner des problèmes d'infertilité. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait peut-être pas plus de greffes. Et puis la deuxième, c'est que pour faire une greffe, il faut un donneur et que les greffes sont beaucoup plus faciles à faire, même si lorsqu'on a un frère ou une sœur qui est compatible. Il y a d'autres greffes possibles, on va y venir, mais ce sont des greffes plus compliquées. Et donc là, maintenant, on va pouvoir voir un petit peu les résultats de ces greffes et puis finalement, vous faire un propre avis là-dessus parce que je pense que vous savez ce que c'est que la maladie. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que la greffe et puis vous pourrez aussi donner votre avis.
Attends, je suis désolée, mais voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit que il y a. Attends, je vais mettre ça en haut. Il y a 700 greffes qui ont été faites jusqu'en 2022, mais la plupart des greffes sont réalisées chez des enfants parce qu'elles sont mieux supportées et que dans toutes les greffes qui ont été faites, 75% des greffes ont été faites chez des patients qui avaient moins de 15 ans. Hein, donc le sujet là, c'est les greffes chez les adolescents et les adultes. Donc vous voyez que c'est beaucoup moins que le chiffre de 700. Voilà. Donc, en fait, il y a un moment, il faut prendre la décision de faire ou de ne pas faire la greffe. Et du coup, cette décision, c'est un petit peu mettre en balance différentes choses. Du côté de la greffe, il faut avoir bien pris conscience des risques potentiels, des complications possibles. Je vous ai dit du risque vital, c'est-à-dire du risque de décès, même s'il est faible, de la maladie du greffon-compte d'autres, de la fertilité. Voilà, il faut connaître un peu les contraintes du suivi pendant cette période-là, qui est un suivi assez intensif, avec une durée d'hospitalisation qui est en moyenne de 6 semaines, et puis un suivi qui doit se faire régulièrement ensuite avec un certain nombre de médicaments à prendre. Et donc, et mettre ça en balance avec ce que c'est que la maladie, comment les patients qui sont atteints de cette maladie vivent avec cette maladie, comment ils ont mal, comment ils arrivent à travailler, comment ils arrivent à avoir une vie personnelle, une vie professionnelle et tout ça. Et donc, il faut essayer de trouver la meilleure solution. Et finalement, c'est se poser aussi la question avec la greffe d'un risque qui est faible, parce que vous allez voir, hein, la majorité des patients guérissent par la greffe, mais qui est un risque à court terme. Le jour où on décide de faire une greffe, on sait que dans les mois qui viennent, il peut se passer des choses, alors que la maladie, à long terme, elle donne des risques plus élevés, mais qui sont, on ne sait pas quand et probablement pas dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, la décision de greffe, c'est quelque chose qui est pas facile pour les patients, et puis aussi pour les gens qui soignent les patients, mais qui n'est vraiment pas facile à prendre forcément par les patients. Alors, les étapes de ce parcours de greffe. Donc, je vous dis, je reviens dessus, c'est un petit peu. Se dire, à un moment, il faut décider oui ou non, et puis voilà, il y en a qui décident non, il y en a qui décident oui, et donc, à ce moment-là, il faut se préparer. Alors, ça, c'est fait avec les médecins, il y a toute une préparation sur les transfusions, sur des examens à faire pour s'assurer on prend pas de risques, enfin de savoir exactement où on en est de la maladie. Voilà. Ensuite, il y a une étape qui est de 5 à 8 semaines d'hospitalisation dans une unité qui a l'habitude de faire des greffes. Alors là, j'ai mis aïe, c'est parce que je sais pas que c'est que les patients qui ont eu beaucoup de crises avant, pendant cette période-là, peuvent continuer à avoir des douleurs. Hein. Ce n'est pas l'ensemble des patients, mais les patients qui sont souvent en crise avant, et même si on les a bien préparés, bien transfusés pour éviter ce genre de crise, le fait d'être dans un milieu probablement un peu inconnu avec des traitements de chimiothérapie ou de rayons, des choses qui sont pas habituelles, des fois, ça peut favoriser les crises. Donc, cette période, c'est une période où on va faire la préparation à la greffe. Donc, je vous ai dit la chimiothérapie avec les rayons, avec un sérum, tout ça pour détruire la moelle malade et le système immunitaire pour que la nouvelle moelle s'installe. Ensuite, on va injecter la nouvelle moelle. Donc, je vous ai dit, c'est comme une transfusion qu'on fera. Alors, je ne sais pas si le mot vous le connaissez, un cathéter, hein, c'est comme un petit tuyau en plastique. Et puis, ensuite, il y a toute une période où les patients sont hospitalisés parce que l'ancienne moelle a été détruite, mais la nouvelle moelle, une fois qu'elle a été greffée, c'est-à-dire transfusée, elle va aller à l'intérieur des os, elle va mettre un peu de temps à se développer pour fabriquer des globules blancs qui permettent de défendre contre les microbes, des globules rouges qui transportent l'oxygène et des plaquettes qui servent à la coagulation du sang.
Donc tout ça, eh bien, ça va mettre un certain temps. Il peut, pendant la période où les gens sont très fragiles, avoir, ça dépend des types de greffe, une nécessité d'être hospitalisé dans une chambre stérile. C'est pas forcément toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est une période où il y a besoin de transfusion puisque la moelle ne marche pas encore. Et puis, c'est une période où où il y a souvent besoin d'antibiotiques parce que comme c'est une période où il y a peu de défense immunitaire, eh bien, il y a souvent des infections qui sont traitées par des antibiotiques. Voilà, donc ça, c'est la période d'hospitalisation. Après, il y a une période où les patients sont suivis régulièrement à la maison, pour la plupart, hein, mais ils doivent revenir une fois par semaine. C'est une période, alors ça fait peut-être un petit peu peur, tous ces trucs de médicaments de couleur, mais c'est une période, oui, où il y a un certain nombre de médicaments à prendre. Alors pourquoi? Il y a des médicaments qui s'appellent des immunosuppresseurs et qui doivent être pris pour que la greffe s'installe bien et pour aussi éviter la réaction du greffon contre l'autre. Ça, c'est très important. Et puis, même si les patients sont sortis d'hôpital, les défenses immunitaires, donc les capacités à lutter contre les microbes, ne sont pas encore excellentes pendant les premiers mois après la greffe, et il faut prendre certains médicaments pour éviter les infections. Donc voilà, c'est toute cette période de 6 mois où les patients ne sont pas à l'hôpital, mais restent régulièrement, doivent venir régulièrement ou en hôpital de jour ou en consultation. Et dans certains cas, doivent être hospitalisés parce qu'il y a un problème, une infection, ou parce qu'il y a la réaction du greffon contre l'autre qui nécessite un traitement. Voilà. Et puis, plus le temps passe et plus les choses vont bien. Et normalement, au bout de quelques mois, eh bien, il y a beaucoup moins de médicaments. Si la greffe a bien pris et s'il n'y a pas cette fameuse réaction du greffon contre l'autre, les médicaments immunosuppresseurs eh bien, vont être arrêtés. Et c'est le début où on commence à vivre sans la maladie et à se rendre compte de ce que c'est que de vivre sans la maladie. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Il y a certains patients, et là aussi, heureusement, c'est rare, qui peuvent garder des séquelles de la greffe, dont la maladie du greffon contre l'autre. Et certains, et je vous ai dit, bon, ça dépend un petit peu du type de greffe, mais c'est aussi la période où on va évaluer la fertilité, mais où dans certains types de greffes, il y a un risque d'avoir des problèmes de fertilité dus au traitement que l'on a fait pour préparer à la greffe. Donc là, voilà, c'est la dernière étape, mais c'est une étape souvent qui est un peu étonnante pour les patients parce que les gens ont vécu toute leur vie avec cette maladie et finalement se défaire de cette maladie, même si c'est vraiment l'objectif, c'est quelque chose qui n'est pas toujours si évident que ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a eu une greffe et que cette greffe a marché? On peut faire plein de choses qui n'étaient pas trop possibles avant et c'est vraiment ça qui est important. Hein. C'est pas simplement que la prise de sang soit bonne, hein. C'est que la vie soit bien meilleure. Donc, c'est ne plus avoir de crise, ne plus être hospitalisé, ne plus devoir prendre des médicaments comme le cyclose, ne plus avoir besoin de transfusion. Et puis pouvoir, oui, partir en vacances, aller se baigner, aller au froid, aller en montagne, ne plus être fatigué parce que les globules rouges là seront normaux, ne plus avoir les yeux jaunes. Enfin voilà, je pense que chacun a sa manière de voir ce qui est le mieux pour la guérison et tout le monde, il y a des patients qui sont tout étonnés de voir qu'ils n'ont plus les yeux jaunes ou même qui ont pris en photo leur urine parce qu'elles étaient toutes claires et c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais encore rencontré. Voilà, c'est toutes ces petites choses de la vie qui sont importantes au-delà de nos examens, nous, pour dire que ça a marché. Alors, maintenant que vous avez un tout petit peu le principe, quels sont les résultats de ces greffes? Et quand on parle d'une greffe, en fait, on ne parle pas toujours des mêmes. Les résultats, ils vont un petit peu dépendre de différents paramètres, de l'âge des patients, et on peut dire que plus les patients sont jeunes et plus les résultats sont bien. Donc, les résultats des greffes,
et jusqu'à récemment était meilleure chez les enfants. Par ailleurs, de la préparation à la greffe, je vous ai dit que cette préparation elle pouvait être variable. Et si on fait une préparation avec de la chimiothérapie très intensive, eh bien, on peut avoir plus d'effets secondaires, surtout chez l'adulte, mais plus on allégera la préparation à la greffe, plus il y aura moins de complications, mais il y aura un risque de rejet plus important. Et enfin, les résultats ils vont aussi dépendre du type de donneur. Et les greffes faites avec un frère ou une sœur qui est compatible sont des greffes qui ont moins de complications et qui ont de meilleurs résultats que les greffes qui sont faites avec quelqu'un qui n'est qu'à moitié compatible. Alors, on parle de la compatibilité, ben, on va en dire quelques mots. Là, c'est quoi d'être compatible ou pas être compatible? En fait, les gènes, ce qu'on appelle de la compatibilité, sont portés par des chromosomes qui vont être transmis des parents voilà, le père et la mère, aux enfants. On prend là l'exemple d'un enfant qui a reçu, vous voyez, le chromosome de la compatibilité, le jaune de son père et le rouge de sa mère. Voilà. Eh bien, pour que cette personne ait un frère ou une sœur compatible, eh bien, il faut que le frère ou la sœur ait reçu pareil, le jaune du père et le rouge de la mère. Et vous voyez qu'en fait, il y a une chance sur 4 pour que ça se passe comme ça, hein, puisqu'il y a 4 possibilités. Donc, quand il y a un frère ou une sœur pas malade, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il soit malade de la drépanocytose, eh bien, il y a une chance sur 4 pour qu'il soit compatible. Voilà. Et donc, en France, compte tenu du nombre de frères et sœurs qu'il y a dans les familles, eh ben, on peut dire que sur l'ensemble des patients, il y en a à peu près 30% qui ont un frère ou une sœur qui est compatible sans avoir la maladie. Et comment on sait si les frères ou les sœurs sont compatibles? Eh bien, ça s'étudie par une prise de sang, donc à la fois chez le patient et chez ses frères et sœurs. Et la compatibilité, ça n'a pas rien à voir avec le groupe sanguin ou le fait d'être porteur de la maladie AS. C'est vraiment indépendant. Il faut savoir qu'on peut faire la greffe avec quelqu'un qui n'est pas du groupe sanguin ou avec quelqu'un qui est porteur de la maladie, hein, je sais pas, qui est ce qu'on appelle AS. Voilà. Alors ça, en gros, donc, il y a, si on dit qu'il y a 30% de gens qui ont un donneur compatible, c'est-à-dire qu'il y en a 70% qui n'ont pas de donneur compatible. Et pourtant, eh bien, on est parfois amené à faire des greffes avec quelqu'un qui est que à moitié compatible, c'est-à-dire on dit semi-identique ou haploïdentique. Alors, vous voyez, là, si on reprend l'exemple de ce patient qui est rouge et jaune, eh bien, qui est semi-identique ou haploïdentique dans la famille? Eh bien, vous voyez, il y a son père parce qu'il a le jaune en commun, c'est la moitié. Il y a la mère, elle a le rouge en commun, voilà. Ou il y a son frère là qui a le jaune en commun, ou là il y a son frère ou cette sœur qui est rouge en commun. Donc si on sait faire des greffes avec quelqu'un qui est que à moitié identique, c'est-à-dire semi-identique ou haploïdentique, eh bien beaucoup plus de gens ont des donneurs. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ces greffes sont plus compliquées, ont plus d'effets secondaires, plus de risques de complications, voire un risque d'essai qui est plus élevé. Alors, je vais vous donner quand même des résultats un petit peu en termes de guérison, de risque et tout ça, de ces différents types de greffes. Alors, je redescends ce truc-là. Voilà. Bon, je ne sais pas comment le faire disparaître. OK. Donc, les greffes qui ont été le plus faites en France à ce jour, c'est des greffes qui sont faites chez les enfants avec une préparation à la greffe très forte. Ça s'appelle un conditionnement myeloablatif. Enfin, peu importe du mot, c'est de la chimiothérapie très forte et qui sont faites donc chez les enfants avec de la chimiothérapie de préparation très forte et avec un frère ou une sœur qui est compatible. Et ça donne, en termes de résultats, ça marche très bien. Hein. Ça me donne un taux de guérison de la maladie de 97%. Il y a très peu de rejets, il y a 1% de rejets. Et puis, il y a des patients qui peuvent décéder de la greffe, mais c'est de l'ordre de 1%.
Et les patients qui présentent la maladie du greffon chronique, la maladie du greffon contre l'autre, qui peut laisser des séquelles, c'est 3%. Donc, la grande majorité des enfants, eh bien, sont guéris sans séquelles en dehors des problèmes éventuellement de fertilité. Donc ça, c'est des résultats qui sont très intéressants. Mais ce que l'on sait, c'est que chez les adolescents et chez les adultes, si on fait de la même manière, c'est-à-dire si on prépare les patients avec une chimiothérapie forte, là, le conditionnement intensif, eh bien, les résultats sont moins bons. Il y a plus de maladies du greffon contre l'autre et il y a plus de décès dus à la greffe. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ont été développées ce que l'on appelle des greffes à conditionnement réduit, c'est-à-dire en allégeant la préparation à la greffe. Alors, le fait d'alléger la préparation à la greffe, c'est très bien parce que ça va être moins toxique, surtout que les adultes ont souvent des atteintes, ce qu'on appelle d'organes, donc avec éventuellement des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques, des problèmes hépatiques. Donc, de mettre une préparation à la greffe beaucoup moins forte, c'est très bien, mais plus on va mettre une préparation légère, plus il y aura un risque de rejet. Donc voilà, c'est trouver une solution un petit peu intermédiaire entre quelque chose qui soit quand même bien supportable par les patients, mais où il n'y a pas trop de rejet. Donc il y a donc chez les adultes, ça s'appelle donc des greffes à conditionnement réduit, générique, mais ça veut dire greffe à conditionnement réduit. Et donc je vais vous parler de ça lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui est compatible, ou lorsqu'il n'y a pas de frère et sœur qui est compatible, on prend quelqu'un qui est que à moitié identique. Voilà. Alors, quels sont les résultats de ce type de greffe? Eh bien, alors, peut-être, je ne sais pas si il y a peut-être certains d'entre vous il y a des patients qui ne savent même pas que la greffe de cellules souches hématopoïétiques est possible chez les adultes, et on a encore, parce que ces techniques de greffe à conditionnement réduit sont assez nouvelles, même si ça fait plus de 10 ans qu'elles existent, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore extrêmement pratiqué. En tout cas, quand on fait ce type de greffe avec un frère ou une sœur qui est compatible, il n'y a pas de chimiothérapie. La préparation à la greffe, elle est faite avec un sérum qui détruit le système immunitaire, et puis avec des rayons qu'on fait sur tout le corps à des petites doses. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ce qui est important déjà, c'est qu'il n'y a pas cette fameuse maladie du greffon contre l'autre. Et ça, c'est important parce que faut guérir la maladie, la drépanocytose, mais il ne faut pas que les gens après aient des séquelles importantes. Donc, ça, ce sont des résultats qui sont encourageants. En revanche, comme je vous ai dit, quand on fait une préparation plus légère, il y a plus de risques de rejet. Là, le risque de rejet, ils sont de 10 à 15%, ce qui fait un taux de guérison de 85%. Et dans les études qui ont été faites aux États-Unis et ailleurs, le risque de décès lié à la greffe est de l'ordre de 5%. Voilà, et comme la préparation à la greffe est plus légère, il y a un certain nombre d'adultes qui ont pu avoir des enfants de manière naturelle après cette greffe. Dans le cas où il n'y a pas de frère ou de sœur compatibles, eh bien, on fait donc des greffes avec quelqu'un qui est que à moitié identique, mais on va les faire différemment pour éviter justement qu'il y ait trop de complications. Donc ça s'est développé aussi en partant des États-Unis, des techniques de greffe qui permettent de faire des greffes avec des donneurs qu'à moitié identiques. Et au début, ça s'est développé dans le traitement principalement des leucémies, et ça a été appliqué aux greffes faites chez les patients atteints de drépanocytose. Donc, dans ce type de greffe-là, eh bien, on peut dire que les taux de guérison, ils sont de 75 à 80%, qu'il y a 10 à 15% de rejet, qu'il y a un certain risque de décès lié à la greffe qui va de 7 à 10%, et c'est surtout chez des patients qui avaient beaucoup, ce qu'on appelle d'atteinte d'organes, enfin, pour lesquels, qui étaient très malades de la drépanocytose avant, avec des problèmes rénaux, par exemple, des problèmes hépatiques et tout ça, et qu'un certain nombre de patients
Là, c'est un peu la différence avec quand on a un frère ou une sœur compatible. Certain nombre de patients, 15 à 20%, peuvent présenter une maladie du greffon contre l'autre. Voilà. Donc, une des raisons pour laquelle certains patients ne souhaitent pas faire la greffe ou sont réticents à faire la greffe, c'est pour des problèmes de fertilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des enfants après avoir fait une greffe? Eh bien, avoir des enfants naturellement, ça dépend pas mal de la préparation à la greffe. Et lorsque l'on fait des greffes comme avec la chimiothérapie forte, comme on fait pour les enfants, le risque qu'il y ait des problèmes après de fertilité est très important. Quand on fait des greffes sans chimiothérapie avec des rayons à petite dose, le risque est beaucoup moins important. Voilà, et ça on le sait parce qu'il y a eu certains patients qui ont pu avoir des grossesses naturellement après des conditionnements réduits surtout, et dans certains cas après des conditionnements forts des enfants, mais moins souvent. En tout cas, chez chaque patient, on propose ce que l'on appelle des techniques de préservation de la fertilité. C'est un peu compliqué, peut-être que si vous voulez, on pourra en parler un petit peu à la fin. Donc, on pourra peut-être en parler à la fin. De ce que l'on peut proposer pour essayer de préserver la fertilité. Et si on a le temps, je ne sais pas bien. Voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire de la greffe, c'est que que chez les adolescents et les adultes, où on disait il y a quelques années, il ne faut pas faire de greffe, c'est trop dangereux et tout ça, eh bien, la greffe permet de guérir plus de 80% des patients, alors que la drépanocytose est considérée comme une maladie incurable, que cette notion-là, c'est un espoir important, mais qu'il y a des questions qui sont complètement légitimes sur ce qui va se passer si on fait une greffe, quels sont ce qu'on maîtrise, ce que l'on ne peut pas savoir avec certitude, quels sont les effets secondaires et ce qui rend difficile, je trouve, la prise de décision, surtout pour les patients. Et cette prise de décision, elle doit vraiment se faire entre les patients et les soignants, en tenant compte vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vivent avec la drépanocytose de manière plus ou moins difficile. Il y a des patients qui ne sortent plus de chez eux, qui ont mal tout le temps. Et souvent, ces patients-là sont prêts à prendre même des risques d'incertitude ou des risques liés à la greffe pour pouvoir changer de vie. Puis il y a des patients qui ont plutôt peur de ce que peut apporter cet inconnu, de la greffe qui peut les soigner, mais aussi qui peut avoir des effets secondaires importants. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter au cas par cas. Et en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que les patients doivent savoir que ça existe, doivent savoir ce qui est proposé. Je pense que quand on est tous les patients qui ont des frères et sœurs doivent savoir si leurs frères et sœurs sont compatibles ou pas pour un moment de leur vie éventuellement pouvoir discuter de ce traitement. Et puis nous, du côté des soignants et des soignants qui avons plus l'habitude de faire des greffes de moelle, eh ben, je pense qu'il faut vraiment que les soignants qui s'occupent des patients qui vont être greffés eh ben, connaissent bien la maladie. Alors je dis ça, c'est peut-être pas évident pour vous, mais dans le service dans lequel je travaille, on prend en charge des malades qui ont qui ont des maladies du sang, et les patients qui ont la drépanocytose ne sont pris en charge que pour la greffe. Et voilà. Et au fil du temps, eh bien, il faut que les patients qui sont habitués à faire des greffes de moelle connaissent la maladie, connaissent ce que c'est, les patients qui ont la drépanocytose pour mieux les soigner. Je trouve que ça, c'est très important. Et puis, il faut pouvoir aussi savoir, enfin, accompagner en tant que soignant la vie après la maladie, parce que il y a parfois des difficultés à vivre de manière assez paradoxale sans la drépanocytose, parce que
certains patients disent, ma drépanocytose, c'est ça qui m'a donné ma force, c'est ça qui fait qui je suis. Et on voit que certains, eh bien, ont de la difficulté après et doivent, c'est une nouvelle aventure que de vivre sans cette maladie. Mais des témoignages qu'on a, c'est plutôt une expérience quand même très positive dans la grande majorité, pour la grande majorité des patients. Voilà, et merci beaucoup. Alors, je vois personne, mais merci beaucoup de votre attention. J'ai mis ce petit truc parce que c'est vraiment un travail d'équipe que d'accompagner des patients pour la greffe. Et je remercie aussi les patients et les familles parce que je trouve que moi, j'ai beaucoup appris de cette maladie par le témoignage, enfin, par ce que j'ai partagé avec les patients. Merci beaucoup.